Ce programme vous est présenté en collaboration avec France Culture. Au début des années 80, avant de mourir, Jean Genet écrit « Plus ou moins conscient en chaque homme est le souci de proposer une image de soi-même et de la propager au loin et après sa mort, de telle façon qu'elle exerce un pouvoir. Mais alors cette image, son image, quel homme représente-t-elle aujourd'hui et à travers qui d'entre nous? Jean Genet l'orphelin, le taulard inspiré, le nomade prodige, l'homme aux lettres françaises à l'encre trempée, vagabonde d'un esprit à l'autre en toute liberté. Les lecteurs de ses romans toujours republiés, les spectateurs de ses pièces jouées dans toutes les langues, dont les bonnes hantent en permanence les théâtres de tous les pays, tous ceux qui se nourrissent de ses combats politiques, poétiques, philosophiques et en poursuivent l'action. Que nous disent-ils du pouvoir toujours actif de cet homme et de son œuvre? خديجة؟ Oui. انت كتخدمي هنايا؟ Oui, نخدم هنا. من شحال هادي؟ Depuis l'année 85. Et c'est toi qui as trouvé Jean Genet mort ici? Non, 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 moi j'étais de repos. Et le lendemain matin, ils m'ont dit que Jean Genet, il est mort. Donc j'ai vu les pompiers l'ont descendu dans les escaliers dans le cercueil. Tu connaissais Jean Genet? Oui. Je connais. Et cette chambre, elle était comme ça avant ou on l'a changée depuis? Non, elle a changé, elle n'était pas comme ça. Tu sais que je m'appelle Abdallah. Oui. Et tu sais que la plus grande histoire d'amour de Jean Genet, c'était avec un garçon qui s'appelait Abdallah aussi. Je sais pas. Si. Ça, je peux pas. Ouais, moi je peux te le dire. في المغرب حتى امي اللي سميتها مباركه même elle est analphabète mais elle connaît très bien Jean Genet. Ah oui. حيت عندها شي حد في العائله ديالها qui habitait pas loin de la ville de Larache et elle lui avait Larache, donc oui. Quelqu'un lui a dit voilà, il y a un grand écrivain qui venait au Maroc, qui a fait beaucoup de bien et qui aimait les Marocains, les gens simples, les pauvres. Et donc un jour ma mère m'a parlé de Jean Genet. De lui. De lui, voilà. Et là, je vais te montrer, mais aussi à vous, des images que j'ai tournées de sa tombe à Larache en 2008. Et surtout, donc voilà, de cette falaise, de ce lieu. Voilà. C'était la première fois que j'y allais, là, à Larache. Parce que dans un de mes livres, j'ai écrit une nouvelle où je raconte ce lien spécial avec Jean Genet, et je dis que je suis allé sur cette tombe. Mais c'était un mensonge. On la reconnaît très vite, sa tombe, parce qu'elle ne ressemble pas aux autres. En fait, là, toutes les autres tombes sont chrétiennes, en fait, c'est des soldats espagnols. Oui. Et donc, tu sais, quand ils l'ont enterré, c'était des fossoyeurs marocains, alors ils l'ont enterré comme s'il était un musulman. Ouais, c'est la même chose. Ouais. Et c'est-à-dire ils l'ont mis dans la direction de la Mecque. Alors ce que vous voyez là-bas, c'est la prison de Larache. Larache, oui. Ouais. Et tu sais, Jean Genet, il a vécu longtemps en prison. Hein. Donc le fait qu'il y ait cette proximité avec la prison était quelque chose de très troublant pour moi. Juste devant lui, c'est-à-dire en bas de la falaise, il doit en voir presque toutes les nuits des tentatives des immigrés de quitter le Maroc, de devenir un immigré illégal, un vagabond comme lui. Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve.
laisse tes dents poser leur sourire de loup. Où vient mon beau soleil, où vient ma nuit d'Espagne? Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée, où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul, je vais mourir. Pardonnez-moi, mon Dieu, parce que j'ai péché. Les larmes de ma voix, ma fierté, ma souffrance, le mal de m'envoler du beau pays de France. N'est-ce assez, mon Seigneur, pour aller me coucher, trébuchant d'espérance. Dans vos bras embaumés, dans vos châteaux de neige, Seigneur des lieux obscurs, je sais encore prier. Donc en fait, Jean Genet, il est né en 1910, né de père inconnu. La mère l'a laissé puisqu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Donc il a été placé en famille d'accueil. Et il a fini dans le centre de Mettray. Et Mettray, quand vous aurez les livres, il va en parler tout le temps, puisque ça a été le début de la prise de conscience des injustices. Donc il arrive au Mettray, et là il ne respecte pas les règles, et donc le psychiatre du centre l'analyse, et je vais vous lire sa conclusion. Je décèle chez cet adolescent un certain degré de débilité et d'instabilité mentale qui nécessite une surveillance spéciale. Et là, il a sa première condamnation qui est pour vol de mouchoir. Vous voyez, ça reconstitue... Il a pris combien pour je ne sais pas, mais en l'espace de 7 ans, il va faire l'objet d'une douzaine d'inculpations pour désertion, vagabondage, était une infraction aussi, falsification de papier et vol. Le condamné à mort, apparemment, il était à Fresnes quand il a écrit le condamné à mort, et le condamné à mort, c'est en hommage à Pilorge, qui était à Saint-Brieuc. Et donc c'est à partir de là que certains vont prendre conscience peut-être que M. Jean Genet a un énorme talent. Alors il est jugé, il est estimé par certains, encensé par d'autres, et complètement, comment dire... Abhorré. Abhorré, oui. Puisqu'il y a même certains, j'ai lu ça, juste son écriture excrémentielle. Alors je t'ai passé le livre il y a à peu près 3 semaines. Oui. Est-ce que tu l'as lu? Oui. Est-ce que Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Enfin. Et tu l'as lu en entier? Oui, je l'ai lu en entier, oui. Oui. Pour moi, ça, c'est une histoire d'amour avant d'être une histoire de voleur. Je pense, quoi. Le vol n'était pour lui qu'un alibi. Je pense qu'il était marqué par... C'est un amoureux, je crois. C'est un amoureux perpétuel, ce type. Voilà. Donc, peu lui importe où il va, il trouve de la richesse partout, quoi. En fait... qu'il soit chez les gueux ou... Voilà, quoi. Mais son personnage, là, Stilitano, il a été envoûté par Stilitano, complètement. Un barbeau, quoi. C'est un type dont il tombe amoureux. Il est fasciné et dominé par ce type. C'est un homosexuel, Jean Genet, quoi. Mais bon, il assume, et puis bien. Il fait... Voilà, quoi. Quoi qu'il fasse, ou dans n'importe quel tôle qu'il aille, il trouve toujours de l'amour, du réconfort, du papier, des crayons, et puis voilà. Là, il développe son jardin, qui est fertile, quoi. Puisqu'il écrit très bien. Il écrit très bien. Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi. Peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage.
s'inclinent sans s'incliner, mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Elles sont mon emblème naturel, mais j'ai des racines, par elles, dans ce sol de France, nourries des eaux en poudre, des enfants, des adolescents enfilés, massacrés, brûlés par Gilles de Rais. Pour intéresser le lecteur italien à Jean Genet, comment le présenteriez-vous? Sembra un po' una cosa banale, però oggi che siamo in un mondo di apparizione, di virtualità, quello che colpisce subito in Genet, pur nella complessità formale della sua opera, è l'autenticità personale, cioè c'è dentro la vita, in poche parole. Qu'y a-t-il encore de subversif dans l'œuvre de Jean Genet? Non ha nulla a che fare con vicende di omosessualità, adesso l'abbiamo riaperto tutta Italia. Secondo me quello che è veramente provocatorio è la ricchezza della scrittura. In un posto, in un paese, questo vale per tutta l'Europa, dove oggi si tende a semplificare il linguaggio, a semplificare la struttura, a semplificare tutto, qui non c'è niente di semplice. Genet scrive in verticale e in orizzontale, per cui scrive attraverso i tempi e nei tempi. Questa è la grandezza, è nelle epoche. Lui stesso lo dice spesso e volentieri, soprattutto all'interno del Captif. Certo. Più le epoche passano, più gli anni passano, più le parole diventano ricche, ed è suo compito preciso, lui si dà proprio questo compito, di mostrare la ricchezza delle parole, quindi la ricchezza del linguaggio. Je suis prof au collège, prof de français. Je m'occupe de Genet et j'aime m'en occuper de façon, comment dirais-je, intime ou bien publique. Intime, c'est-à-dire que j'aime avoir un rapport direct à deux avec l'œuvre de Genet. Mais je voudrais aussi que l'Italie en connaisse et en sache un peu plus. Chaque fois que je lis une œuvre de Genet et que j'arrive à la dernière page, j'ai du mal à me détacher. C'est comme si on se disait adieu. Et je ne peux pas supporter ça. Parce que c'est finalement peut-être une œuvre qui me concerne strictement, qui a vraiment touché mon âme en profondeur. Quand je disais que Genet a radicalement changé ma vie, c'est que en réalité, dès que je fréquente et dès que Genet vit avec moi, c'est que j'ai une façon complètement différente de saisir la réalité. J'ai une façon différente de penser la réalité. Je m'approche différemment à l'écriture et à la lecture, et donc essentiellement à l'idée que l'on a du monde et de soi-même. Il y a une phrase extrêmement intéressante dans L'ennemi déclaré, où il dit allez découvrir, oui, découvrez, allez découvrir ce que je voulais vous cacher en vous disant certaines choses. Ça, c'est de la provocation pure. Et là, c'est une bonne partie de son esthétique des images et de l'écriture. Une écriture qui cache et qui dévoile en même temps. C'est au lecteur de savoir trouver, de se mettre dans la bonne position pour aller chercher la partie de vérité ou la partie de fausseté qui se cache dans les images et dans l'écriture qu'il nous propose. La première fois que j'ai commencé ce livre, je l'ai refermé à la page 4. Et je l'ai repris un petit peu plus tard. Tu lisais où? Dans ma cellule. Au début, il m'a écœuré. Il m'a écœuré parce que bon, c'est tellement cru, c'est pas grossier, c'est cru. C'est cru et
Faut déjà se plonger hein, dans ce monde-là, le milieu de la tôle, le milieu homosexuel dans les prisons, parce qu'il existe. Non, c'est pas évident. Donc je l'ai fermé et je l'ai rouvert quelques jours après et j'ai poursuivi la lecture et qui a commencé à m'intéresser. J'en ai écrit des choses sur l'auteur. L'auteur que je juge comme sarcastique, acerbe et cru, mytho, parano, et surtout un rêveur dans le sens où il ne mêle des vies inventées, tout comme la sienne. Il se nourrit de son image qui n'est qu'un rêve et qui est repu après 4 ou 5 heures d'écriture. Il s'invente des vols, des viols, des cambriolages, des emprisonnements et des trahisons. Il mêle le masculin au féminin et quand il veut, selon son humeur, il s'arrange pour trouver un biais, un bon tour pour qu'il n'y ait pas confusion. Il a voulu faire ce livre en partant d'éléments transposés de sa vie de condamné et il craint néanmoins qu'il ne dise rien de ses hantises. Il emploie un style décharné, montrant l'os et il veut adresser du fond de sa prison un livre chargé de fleurs, de jupons neigeux et de rubans bleus, car pour lui, aucun passe-temps n'est meilleur. On se demande si l'auteur n'a pas écrit son autobiographie. Il l'a dramatisée en ne conservant que les éléments qui seront proprement du drame, à savoir la peur, le désespoir, l'amour triste. Il s'en délivre lui-même de façon à laisser son âme clarifiée. Et ça, c'est le plus important, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, il nous promène tout au long du livre. Et en plus, l'auteur décrit ses voyages imaginaires sous les couvertures brunes et pouilleuses des prisons de partout, qu'il appelle vallée de la désolation, de la consolation, ma vie, et il termine, ma vie, je suis désolé, je suis une vallée de la désolation. Rien ne troublera plus l'éternelle saison où je me trouve repris. L'eau de la solitude immobile me garde et remplit la prison. J'ai 20 ans pour toujours, et malgré votre étude. Rien ne troublera plus... Ah merde. Tu penses parfois à l'histoire, à tous les gens qui ont défilé ici? Ah oui. Déjà, quand je vois la cellule du condamné à mort au rez-de-chaussée, je me dis, oh là là. Ah ouais, il y a du monde dans les murs. Dans cet hôtel où je passe la nuit, Jean Genet a vécu quelques mois dans les années 70. Toute sa vie, il a vécu de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel. Il a travaillé là, dormi, rêvé, fait l'amour sans doute. Moi, je m'appelle Lucas. Je termine mon apprentissage à l'école de cirque de Châlons. Et je suis funambule. Comme Abdallah, pour qui Genet a écrit par amour Le funambule. Ça commence comme ça. Une paillette d'or est un disque minuscule en métal doré et percé d'un trou. Mince et légère, elle peut flotter sur l'eau. Il en reste quelquefois une ou deux accrochées dans les boucles d'un acrobate. Cet amour, mais presque désespéré, mais chargé de tendresse, que tu dois montrer à ton fil, il aura autant de force qu'en montre le fil de fer pour te porter. Je connais les objets, leur malignité, leur cruauté, leur gratitude aussi. Le fil était mort, ou si tu veux, muet, aveugle. Te voici, il va vivre et parler. J'ai pas la peur du vide ou
ou de l'accident. Ce qui me fait peur, c'est le mystère qui existe entre lui et moi. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés, comment est-ce qu'on s'est aimé. Et du coup, je sais pas combien de temps ça va tenir comme un couple un peu. Si jamais il est trop tendu que je l'écoute pas, il m'envoie dehors. Si jamais je le laisse faire, il fait n'importe quoi et il devient incontrôlable. Et du coup, je me retrouve par terre aussi. Certains dompteurs utilisent la violence. Tu peux essayer de dompter ton fil. Méfie-toi. Le fil de fer, comme la panthère et comme dit-on, le peuple, aime le sang. Apprivoise-le plutôt. Je fais revenir de l'ail avec de l'huile, et puis je mets la sauce, j'ajoute du sel et du basilic. Voilà. Ce qu'il met dans ses personnages, c'est toujours une toute petite parcelle, si tu veux, de lui-même, de sa poésie, de sa perception, de sa biographie aussi. Hein. Et ce qui rend ces personnages vraiment poétiques, à mon avis, c'est l'absence de réalité, c'est-à-dire qu'ils sont des essences. Hein. Ce sont des essences qu'il place dans son écriture. C'est la création de son univers, finalement. Un univers, je dirais, entre guillemets, peut-être un peu stéréotypé. Ouais. C'est-à-dire comme, moi j'écris un article là-dessus, tu sais bien, sur Genet, écrivain courtois. Ouais. Où, en parlant de Miracle de la Rose, justement, on voit que dans la prison de Maitret, il y a une hiérarchie, et il y a, donc, exactement comme dans la littérature courtoise. Et l'un des traits, à mon avis, de la littérature courtoise, c'est que tous les personnages, hommes, femmes, ils sont toujours le plus beau du monde, la plus belle du monde. De même, les personnages de Genet sont tous le plus beau. Hein? Merci, elles sont belles, hein? Ben, ce n'est pas la fleur de Genet que je cherchais, mais bon. Finalement. Grazie a voi. Je continue la préparation de la sauce parce que ça me permet quand même de penser à autre chose et ça déclenche la réflexion. Il dit qu'il y avait chez lui un penchant à la, je sais pas comment le dire en français, à l'affectuosité, l'affectif. À l'affectif, et donc c'est par la trahison qu'il peut se hisser à cette solitude qui constitue un autre degré dans cette marche vers la sainteté, dont le point final est peut-être l'image de la Cayenne, de la Guyane, c'est-à-dire des prisons qui sont au-delà de la mer. Quand il parle de trahison, il parle de la trahison abjecte. On peut trahir pour que le bien triomphe. Non, c'est la trahison qui n'a aucune justification, qui est abjecte. Donc c'est l'abjection. Hein? Et si le temps nous assiste, on peut même mettre la table dehors. Est-ce qu'on l'a pas mis d'ailleurs, lui, aujourd'hui, à une certaine sauce? Très probablement. On a essayé de l'envelopper dans une dimension scandaleuse, mais métabolisée. Bon, on parle de sexe, alors c'est facile de pouvoir dire non, ça c'est mauvais, c'est dégoûtant. Mais lui, il le dit, et mon théâtre pue. Hein, c'est parce que le théâtre bourgeois, au contraire, il parfume. Alors moi, mon théâtre, il pue. Oui. Il doit puer. Comment tu définirais, toi, le rapport entre Genet et négritude? Par l'engagement, ce qu'il veut faire, c'est vraiment montrer au monde qu'il existe l'autre. Lui, dans l'ennemi déclaré, il dit « Je suis blanc, oui, mais je suis peut-être aussi noir. Je suis peut-être un noir dans la France blanche. »
Hein. Ce qu'il voulait, c'est pouvoir donner la parole, pouvoir passer la parole. Qui est sans parole ou qui ne parle que par la parole des Blancs. Ou qui ne peut pas parler à cause de la parole des Blancs. Oui. C'est ça aussi. Les Blancs, en tant que système, en tant que hiérarchie, en tant qu'imposition, qu'oppresseur, l'oppresseur. L'oppresseur, attends, lui, il utilise un mot. La langue des tortionnaires, voilà. Lui, il parle de la langue des tortionnaires, il parle la langue des tortionnaires. Parce que c'était la seule façon de déclarer la guerre aux tortionnaires. Oh la douceur du bail, impossible et lointain. Oh le ciel de la baie, oh la mer et les balles, les matins transparents, les soirs fous, les nuits calmes, oh les cheveux tendus et les peaux de satin. Jean Genet, vous avez lu attentivement le projet de loi relatif aux conditions d'entrée, de séjour et de travail des travailleurs émigrés en France. Quelle réflexion faites-vous à partir de cette lecture? Les Français vivent toujours leur supériorité. Et pour l'agacer, voici que la France est toute parcourue des Noirs, des Métis, d'Arabes, qui ne baissent presque plus les yeux. Leur regard est au niveau du nôtre. Il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Pour vous, une communauté qui est obligée de s'expatrier pour vendre sa force de travail est déjà exclue de la vie. C'est de survie qu'il s'agit. Elle n'a pas cru s'expatrier. On encourageait les départs qui apparaissaient comme une promotion. L'embauche se faisait d'une façon assez pittoresque. Le recruteur palpait les muscles, regardait les dents, les gencives, éprouvait la fermeté, la solidité des mains. Cela se faisait il y a encore peu d'années. J'ai toujours connu en France ce racisme qui est son tissu le plus serré. Mais changeant, tout jeune, on détestait les Juifs et on adorait les Marocains et les Sénégalais, nettoyeurs des tranchées. Sans trop y croire, on peut toujours espérer un sursaut, une grâce divine qui donnerait à chaque Français une mesure d'homme. Si le peuple français avait un comportement sain, spontanément, il fournirait les faux papiers aux travailleurs menacés, il les hébergerait clandestinement, les réseaux se créeraient, des fonctionnaires fermeraient les yeux. Pour aller au travail, pour aller dormir, pour aller acheter ma baguette, pour moi, tout ça c'est un combat. Sortir le matin, aller chercher ma baguette, je peux croiser les policiers qui peuvent me contrôler, m'arrêter, aller travailler. Tout est un combat depuis que je suis là. Même moi, chez moi, il suffit d'entendre des pas dans les escaliers. Allez, c'est parti, j'ai peur. Dahomey to my rescue. Negroes, all of you, gentlemen of Timbuktu, come in under your white parasols. Stand over there. Tribes covered with gold and mud, rise up to my body, emerge. Tribes of the rain and wind, forward. Princes of the upper empires, of the bare feet and wooden stirrups on your comparison horses, enter. Enter on horseback, gallop in, hop it, hop along. Negroes of the docks, of the factories, of the dives, Negroes of the Ford plant, Negroes of General Motors, and you too, conquered soldiers, enter. Conquering soldiers, enter. Crowd in, more. Lay your shields against the walls, you too who dig up corpses to suck the brains from skulls, enter unashamedly. You tangled brother, sister, walking melancholy, incest, come in. Barbarians, come along. I can't describe you all, nor even name you all, nor name your dead, your arms, your plows, but enter, walk gently on your white feet. White? No, black. Black or white or blue? Red, green, blue, white, red, green, yellow, who knows, where am I? The colors exhaust me. Are
you there, Africa, with bulging chest and oblong thigh? Soaking Africa, wrought iron in the fire. Africa of the millions of royal slaves, deported Africa, drifting continent. Are you there? Slowly you vanish, you withdraw into the past, into the details of castaways, colonial museums, the works of scholars, but I call you back this evening to attend a secret revel. La tentative d'extermination des Black Panthers m'oblige à me trouver ici maintenant pour aider les Black Panthers dans leur effort pour lutter de plus en plus. Le fait même que les Noirs qui luttent se trouvent en quelque sorte épars au milieu du peuple blanc américain qui les opprime, a obligé les Noirs à trouver des techniques, des tactiques tout à fait nouvelles. Donc à créer aussi une réflexion politique entièrement neuve. I discovered Jean Genet's work in a book of an anthology of plays written for African Americans. And at the time, I never thought about the fact that he was the only playwright in there that wasn't black. But there was a play in there called The Blacks, written by Jean Genet. But yeah, I was blown away by the sarcasm and the wit, you know, in his statements. The Black Power movement was essentially the final major step that was necessary before the transformation into now, you know, which is so much more than hip-hop or anything you could put your finger on, you know, a true sense of belonging and knowing, you know, and being able to, you know, fully assert, you know, that your freedom is inalienable. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute the office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God? So help me God. Congratulations, Mr. President. Do I think what? That something has been won. Well, the presidency has been won, which is, you know, a right to make decisions, you know, but that's, you know, something was won before that. That's just a symbolic, you know, attribute of what was already won. And that's cool. That's really cool, you know? And I think it means a lot to a lot of us. You know, at the same time, there's, you know, it's just a country. Chaque fête du sang délègue un beau garçon pour
soutenir l'enfant dans sa première épreuve, apaise ta frayeur et ton angoisse neuve, suce mon membre dur comme on suce un glaçon, mordis tendrement le paf qui bat ta joue, baise ma queue enflée, enfonce dans ton cou, le paquet de ma bite avalé d'un seul coup, étrangle-toi d'amour, dégorge et fais ta moue. Adore à deux genoux, comme un poteau sacré, mon torse tatoué, adore jusqu'aux larmes, mon sexe qui se rompt te frappe mieux qu'une arme, adore mon bâton qui va te pénétrer. Alors ça m'a pas plu, parce que je comprends pas pourquoi il a voulu écrire ça, quoi. Ici son membre comme ici c'est un glaçon. Je sais pas, moi, je trouve ça déplaisant à lire, quoi. Son amour des bandits, je sais pas pourquoi. Mais je crois que c'est l'amour du beau, hein, comme il dit, la beauté en creux. La beauté en creux, comme il dit, ouais. Les hommes, les vrais, les costauds, les gars du Nord, comme il dit, quoi. Les gars des fêtes foraines, tout ça, là. Les légionnaires, les militaires, les marins, les flics. Tout ce qui représente le mal, en fait, je pense. Accent circonflexe. Jean Genet, vous êtes aujourd'hui un écrivain célèbre, traduit et joué dans toutes les langues. Votre pièce Les Nègres est à l'affiche depuis 3 ans à New York. Or, ce qu'on connaît surtout de votre œuvre, votre image de marque, si l'on peut dire, ce sont les mots de voleur, traître, lâche et pédéraste. On dirait presque un truc publicitaire. Qu'en pensez-vous? À l'époque de la parution de mes livres, le fait de me dire publiquement pédéraste, voleur, traître, lâche, me découvrait, me mettait dans une situation telle que je ne pouvais dormir tranquille ou faire une œuvre qui soit facilement assimilable par la société. Je sais que la pédérastie est bien vue en ce moment dans les milieux pseudo-artistes. Elle reste réprouvée dans les milieux bourgeois. Pour ma part, je dois beaucoup. Si vous voulez la voir comme une malédiction, cela vous regarde. Moi, je la vois comme une bénédiction. C'est elle qui m'a mis sur le chemin de l'écriture et de la compréhension des êtres. Quel sens la pédérastie a-t-elle en ce moment dans votre vie? Je voudrais vous parler de son côté pédagogique. Et bien entendu que j'ai fait l'amour avec tous les garçons dont je me suis occupé. Mais je ne me suis pas occupé seulement de faire l'amour. J'ai cherché à refaire avec eux l'aventure que j'ai vécue, dont le symbole est la bâtardise, la trahison, le refus de la société. Et enfin l'écriture, c'est-à-dire le retour à la société, mais par d'autres moyens. La pédérastie, parce qu'elle met le pédéraste hors la loi, l'oblige à une remise en question de valeurs sociales.
Et s'il décide de s'occuper d'un jeune garçon, il ne s'en occupera pas d'une façon plate. Il le mettra au fait des incohérences, à la fois de la raison et du cœur, qui s'imposent dans une société normale. J'étais heureux de voir la France terrorisée par des enfants en armes, mais je l'étais bien plus quand ces enfants étaient des voleurs, des guapes. Si j'eusse été plus jeune, je me faisais milicien. Je caressais souvent les plus beaux et secrètement je les reconnaissais comme mes envoyés, délégués parmi les bourgeois pour exécuter les crimes que la prudence m'interdisait de commettre moi-même. Alors quand il dit ça, je pense pas qu'il pense ça non plus, quoi. Je pense que ça va plus loin que ça. Je pense qu'il veut se mettre vraiment à la place du pire choix qu'il aurait pu faire, quoi. Sans être ce choix, en réalité. C'est juste pour mieux dénoncer le truc. Déjà, le nazisme, c'est pas évident à lire, toutes les histoires qu'on raconte sur le nazisme, les SS, la Gestapo et tout ce qui s'ensuit. Mais en plus, avec le côté sexuel, homosexuel, moi, personnellement, ça me prenait à la gorge et je cherchais mon souffle, quoi. J'arrivais plus à lire. Quando ero giovane una certa ambiguità nei confronti dei tedeschi che viene fuori su Pompe Funèbre mi sembrava una cosa da disprezzare. Poi diventando più vecchio ho capito qual era la cosa e quindi poi quando si è più giovane si tende a dare una lettura ideologica della vita e della letteratura, poi invece passando gli anni si dà una lettura emotiva che è molto meglio. Genet si vendica, usa i tedeschi, li usa, li prende, li usa per vendicarsi di chi? Di quella società bene francese che da bambino l'aveva in qualche modo, allo stesso modo dei tedeschi, l'aveva in qualche modo brutalizzato, l'aveva violentato. Quindi chiunque osi violenza ai francesi è un benvenuto. Quello che gli interessa è lanciare delle bombe. Chi sopravvive ben venga, chi ben venga. Si on estime que c'est une grande œuvre, alors il faut se débattre, alors il faut l'affronter, alors il faut aussi la prendre dans la figure, il faut aussi voir ce qu'elle met en jeu, ne pas se tromper sur les enjeux de l'œuvre, ne pas se placer nécessairement, comment dire, du bon côté tout de suite de la barricade. Il faut prendre les deux figures du résistant et du milicien. Il faut que les deux figures soient conjointes. Il fait son boulot d'écrivain, qui est de prendre la réalité historique de son temps et de lui donner une vision. Il veut comprendre comment ça fonctionne. Il veut comprendre. Mais autant par l'imaginaire que par le réel. Pour comprendre, il faut s'exposer. Si on ne s'expose pas au danger de ce qu'est le nazisme, on reste dans la position du petit professeur, du professeur de morale, qui dit c'est bien ou c'est mauvais. Alors, Éric Marty, on ne peut plus lire Genet de la même façon depuis que vous avez publié vos deux bouquins. Pensez-vous que nous avons été abusés par une lecture naïve, sentimentale d'un Genet révolté? La violence que Genet construit, ces fantasmes, sont des fantasmes qui veulent le séparer du monde. C'est que son monde n'est pas le monde des victimes, c'est le monde des coupables, c'est un monde tragique, profondément tragique, où celui qui est dans ce rapport donc au mal, eh bien, n'est pas étranger au mal. Il ne se sent pas étranger au mal. D'où le fait que Hitler puisse apparaître en effet comme une figure, je dirais, pas du tout positive. Politiquement, c'est évident. J'ai jamais pensé un seul instant que Genet avait un quelconque rapport avec l'idéologie nazie. Jamais. Pompe Funèbre que moi j'ai découvert adolescent, c'est quelque chose d'incroyablement anxiogène parce que ça vient justement mettre de l'érotique là où on est dans l'historique. Enfin, c'est vraiment une chose extrêmement troublante. Moi, j'étais gêné à des moments de me sentir plus ou moins érotisé à la lecture enfin voilà, et d'un seul coup tout mélanger. Alors c'est vrai que c'est des choses qu'on veut évacuer. Enfin, il y a quelque chose de. C'est-à-dire
qu'il veut Quand on prend les saisir bonnes, le tout, par exemple, ne fermer à rien, Alors, ni à la sexualité, ni à la sexualité dans le politique, ni à la sexualité. Il veut ouvrir le champ et il se pose les questions. Et il dit tout. Oui, C'est-à-dire que n'empêche c'est qu'il a ça ouvert, aussi. il a ouvert aussi la boîte de Pandore, comme vous venez de le dire, Albert. Oui. Et cette question de l'antisionisme et de cette fragile séparation entre antisionisme et antisémitisme devient de plus en plus fracassante. Genet est quelqu'un qui a été élevé qui a grandi dans les années 30, qui était la période la plus antisémite de l'histoire française. Il y a eu une montée de l'antisémitisme très très violente. Il n'a pas été plus antisémite que quelqu'un qu'Éric Marty connaît bien, qui est Gide. Il n'a pas été plus antisémite que Marguerite Yourcenar. Il n'a pas été plus antisémite que beaucoup. Le problème, il est qu'aujourd'hui, la question se pose parce qu'il a pris parti pour les Palestiniens. C'est-à-dire qu'il y a une réutilisation d'une prise de position voilà, il y a une tentative comme ça de délégitimer un discours palestinien de Genet en l'attaquant sur le côté. De le légitimiser ou de l'instrumentaliser. Donc on lui prête comme ça cette espèce de lucidité ou d'acuité politique, mais qui était peut-être aussi quelque chose d'un romantisme, d'une exaltation romantique, à la fois pour le combat. Amoureuse. Oui, c'est ça, pour les Black Panthers, pour les Palestiniens. Enfin, d'un seul coup, il y a quelque chose de sexy là-dedans. Moi-même, j'ai lu Genet comme tout le monde en gauchiste, comme chacun dans les 70. Et puis voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'au fond, quand j'ai vu la récupération quand même de Genet dans une sorte de kitsch tiers-mondiste, je me suis dit, bon, très bien, Genet pro-palestinien, allons y voir. Bon, j'étais tout à fait révolté par la manière dont Israël était traité en 2001 avec la seconde intifada. Il m'a semblé que c'était abusif qu'en plus, il y ait des relais aussi prestigieux que Genet pour soutenir une cause qui m'apparaissait quand même comme très complexe. Et donc, il fallait démêler tout cela et cesser de cette espèce de traitement d'un Genet avec le kéfier, d'un Genet pour Arafat, d'un Genet... Bon, c'est beaucoup plus compliqué que cela, et Genet mérite mieux que cette figure d'icône. Je pense en même temps que cette crispation, conduit parfois à, plaquer ce mot d'antisémitisme, qui est un mot massif et disqualificatoire, sur beaucoup de discours qui mériteraient d'être davantage écoutés. Je pense que là, il y a aujourd'hui, autour de cette question, quelque chose d'assez malsain, et que la résurgence de cette question de l'antisémitisme de Genet appartient à ce climat. Moi, je la trouve pas malsaine. Enfin, je trouve que le mérite de ça est au contraire de réactiver des questions qui me semblent plus pertinentes que jamais. Moi, j'ai l'impression quand même que on est aujourd'hui dans un moment charnière où effectivement, au niveau des identités, des histoires de chacun, les choses sont de plus en plus brouillées, qu'il y a des amalgames de sens entre le sionisme, l'antisémitisme, l'antisionisme, etc. Qu'il y a une forme d'antisémitisme qui s'est transformée, c'est-à-dire que l'antisémitisme français des années 30 n'est pas le même que celui qui se révèle aujourd'hui, qui peut venir des banlieues, aussi bien que de milieux intellectuels de gauche par ailleurs. Sans compter les questions nouvelles que pose le monde arabe à la question antisémite. Et là, il y a un changement de paradigme qui rend les choses beaucoup plus instables et très difficilement décodables. À quand Jean Genet pour le baccalauréat et pour l'étude de ce baccalauréat? C'est déjà fait avec un texte extrait des bonnes. Tout finit en Sorbonne, disait Valérie. Quelle horreur! Je crois que ça ne lui avait pas beaucoup plu. Je ne sais pas si ça lui aurait déplu. C'était quand même aussi un enfant de l'assistance, c'est quelqu'un qui n'avait que le certificat d'études comme bagage. Peut-être qu'il n'aurait pas été content d'être content, mais ça lui aurait plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette émission et je trouve ça extrêmement exaltant et exceptionnel de voir qu'à l'occasion du centenaire d'un écrivain, vous puissiez vous écharper dignement. Madame, écoutez-moi. Madame, on meurt ici. Le manoir est hanté. La prison vole et tremble. Au secours, nous bougeons, emportez-nous ensemble. Dans votre chambre au ciel, dame de la merci. Appelez le soleil, qu'il vienne et me console. Cocteau. Appelez le soleil,
qu'il vienne et me console. Étranglez tous ces coqs, endormez le bourreau. Changer de sexe ne consiste pas seulement à subir sur le corps quelques corrections chirurgicales, c'est enseigner au monde entier, afin qu'il vous désigne, un obligatoire détournement syntaxique. Où que vous soyez, on vous dira « Madame, Mademoiselle », on s'effacera car vous serez la première. Quand vous descendrez du fiacre, le cocher vous tendra le poing fermé. Les femmes et les enfants d'abord. Les femmes et les enfants d'abord. C'est par ces mots que vous apprendrez que la chaloupe vous sauve quand le Titanic et les passagers mâles vont par le fond. Encore mal éduquée, votre main droite se portera là, afin de dissimuler une érection. Impossible, puisqu'il ne vous restera plus de quoi bander. Mais tous, en eux-mêmes, salueront votre métamorphose et sa réussite, c'est-à-dire l'héroïsme de l'avoir tenté, de la vivre jusqu'à votre mort et dans le scandale. Les transsexuels, ou plutôt transsexuelles, car elles ont mérité ces pluriels féminins, sont des héroïnes. Dans nos dévotions, elles tutoient les saints et les saintes, les martyrs et les martyrs, les criminels et les criminels, les héros et les héroïnes. T'es speed. S'il n'en meurt pas toujours, tel qui atteignit à l'héroïsme, balade sur sa tête pour le restant de ses jours, une bougie allumée en plein soleil, comme en pleine lune. Ouais. Brilliance have more fun. Yes, ça va, t'es super comme ça. Merci, Miss. Ah, c'est le même. Ah, d'accord, un noir, un d'accord. Ah, ça va, c'est bon, t'es prête. Bon, allez, hop, on y va. Hop. C'est impossible de définir quelqu'un comme gêné. Il était d'une austérité extraordinaire. Il n'avait pas de compte en banque, il gardait son argent dans la poche comme ça. Quand il touchait même beaucoup d'argent, quelquefois il sortait des billets. Tous ses biens, c'était dans une petite valise. Il avait 2 ou 3 livres, ou des manuscrits. Il n'avait pas de biens personnels. Je l'ai vu aider des gens avec lesquels il n'avait pas un rapport d'intérêt sexuel ou comme ça, d'une façon extraordinaire. Il avait Mais quand on était témoin de ça, il était très gêné. Il était très gêné et souvent il cassait avec les amis qui l'avaient surpris en étant généreux, comme si c'était une faute. Ce qui n'exclut pas des moments de méchanceté ou je dirais même de perversité. C'est une confrérie soufie qui, afin de ne pas tomber dans l'orgueil, d'être admiré comme exemple, il faisait le contraire d'embrasser une conduite qui était aux antipodes de l'islam. Par exemple, il vivait en public, il faisait l'éloge de la sodomie, etc. Et de cette façon, il s'était méprisé, il préservait sa vertu intérieure secrète. Et ça m'a... Quand j'ai commencé à lire des textes comme ça, j'établis un lien entre la sainteté, je mets entre guillemets, des gênés et ceux du saint, aussi, entre guillemets, de la Malamati. Malgré que c'est considéré comme une hérésie. À chaque fois que je vais au Maroc, tout me paraît digne, volcanique et digne d'être transformé en littérature, en poésie. Tout me paraît païen, tout me paraît obscur,
violent, mystérieux, fou, étranglant aussi. Et Jean Genet, sûrement, a dû être touché par ça. Le même garçon, pauvre, sauvage, libre, brûlé par le soleil. Et peut-être que ça lui a rappelé l'enfance que lui n'a pas eue. C'est un monde populaire, très simple, dans lequel j'ai grandi aussi, moi. Alors j'ai filmé, voilà, j'ai filmé. J'ai filmé tous ces gens qui me ressemblent. Enfin, j'espère qu'ils me ressemblent. Tu t'identifies? Elle se moquait de lui. Juste elle fait un peu garçon manqué, hein. Bah, peut-être c'est leur seule façon de s'imposer dans une société où il n'y a que des hommes qui règnent. C'est un endroit peuplé presque exclusivement d'hommes. On a l'impression qu'ils vont en pèlerinage à un saint vénéré exclusivement par les hommes. Et ça ne me suffisait pas de filmer la tombe, donc je voulais absolument qu'il y ait aussi une trace de ce lien entre lui et moi. Je l'embrasse 3 fois. Ouais. Comme si sa tombe, elle était celle d'un saint musulman marocain. Comme la beauté et la poésie, avec laquelle je la confonds, la sainteté est singulière. Son expression est originale. Je veux être un saint parce que le mot indique la plus haute attitude humaine et je ferai tout pour y parvenir. J'y emploierai mon orgueil et l'y sacrifierai. La définition habituelle du mal me fait croire qu'il n'est que le résidu de Dieu. La poésie ou l'art d'utiliser les restes, d'utiliser la merde et de vous la faire bouffer. Tuer peut être bien, on le reconnaît à l'exaltation joyeuse du meurtrier. C'est la joie du sauvage qui tue pour sa tribu, puisque ces meurtres sont le prétexte et le moyen d'une vie plus haute. Là, on est en plein dedans, dans la nuit de l'esprit. En fait, il faut avoir une force en soi qui est énorme. Il faut être capable d'encaisser des choses terribles sans sombrer, sans devenir fou. Moi, je n'ai pas encore décidé que Jeunet était fou. Je pense que Jeunet, surtout... non, je pense pas encore que Jeunet, il est fou. Ou alors, si Jeunet, il est fou, moi je suis fou aussi, alors, dans ce cas-là. Et je ne me rends pas compte ce que c'est qu'un fou. Je pense qu'au contraire, il a les pieds très sur terre. Est-ce une icône pour vous, un saint? Non. Quelle est sa part C'est un copain. Quelle sorte de copain est-ce? C'est la bonne et la mauvaise conscience. L'homme le plus anonyme a le même temps de vie, mais ce temps-là, il est sacré. On peut dire que j'ai eu comme préoccupation de transformer ce temps en volume, en plusieurs volumes. Et il n'en restera rien du tout le jour où je mourrai, où je serai volatilisé. Il ne restera plus rien du tout, puisque je ne serai plus là. La postérité, ça n'a de sens que pour la postérité. Le ciel disait sa messe. Il pouvait de nos cœurs compter les battements. Dure était la rigueur de cet ordre terrible où la beauté tremblait. Nous allions en silence à travers des palais où la mort solennelle avait passé sa vie. De remonter à l'air, je n'avais plus l'envie.
Il a force à quoi bon, mes amis les plus beaux, s'accommodant du monde et de l'air des tombeaux, et tous ces clairs enfants volaient dans la voilure, le songe vous portant filait à toute allure. Ce programme vous a été présenté en collaboration avec France Culture.